Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Chalon TV sous les projecteurs de Chalon TV. Beaucoup de secteurs sont en arrêt, mais pas au point mort. Parmi eux, la culture, l'art, le spectacle vivant, la musique. On accueille sur notre plateau Pierre Janicot, plus connu sous le nom de Leto Punk Poésie. Il était en résidence le 11 et 12 avril à la Péniche, à Chalon-sur-Saône. Leto danse avec les mots. Merci Leto d'être venu sur notre plateau. Donc on va tout de suite commencer l'interview avec cette question. Comment Pierre Janicot est devenu Leto Punk Poésie? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Oh, la question d'entrée de jeu, ok. En fait, Pierre Janicot n'est pas forcément devenu Leto Punk Poésie, tu vois. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps, mais qui est hyper en lien avec ce que je suis au quotidien et avec ce que je suis sur scène. Alors, du coup, en fait, le parcours, c'est un peu... tu vois, j'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai toujours écrit des poèmes, essayé de faire des bandes dessinées, tu vois. J'ai toujours été dans cette dynamique de création depuis tout petit. Et après, quand j'étais un peu plus grand, 17 ans, je pense, j'ai trouvé la guitare de ma mère dans le grenier, j'ai commencé à apprendre quelques accords, et dès que j'ai su quelques accords, j'ai commencé à écrire des textes, des chansons que je jouais pour la famille, voilà. Et tout en continuant à dessiner beaucoup aussi d'ailleurs, parce que tu vas voir qu'il y a pas mal de liens avec différents projets que je mène. Et donc ensuite, quand je suis monté en région parisienne avec un de mes potes qui est batteur, on a commencé à jouer ensemble. Et on a monté un groupe qui s'appelait, parce que voilà, c'est fini, mais Yolande Riposte. Et voilà, j'avais Jean-Phi qui était à la basse, Arnaud qui était à la batterie et moi qui était à la guitare électrique, un peu d'accordéon, un peu. Donc c'était rock français. Et donc là j'ai beaucoup écrit de textes. On a fait des petites scènes. C'était vraiment hyper intéressant. Et puis ensuite la vie a fait qu'on s'est éloignés les uns des autres. Et puis moi le projet il me portait plus forcément, donc on a arrêté. Et c'est à cette période-là aussi, enfin juste avant, quand j'étais en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, que j'ai découvert la culture hip-hop, avec le graffiti notamment. Et derrière, quand je suis revenu à Chalon, parce que j'ai passé un peu de temps en Seine-Saint-Denis, ben, j'ai fait beaucoup de graffiti à Chalon avec Eta, voilà, un petit big up pour lui qui est sur Lyon maintenant, qui m'a beaucoup appris. Et derrière, j'ai plus basculé sur le street art. Et musicalement, en fait, un jour, je voulais réécrire en fait, je voulais refaire de la musique, je voulais réécrire depuis longtemps. Et un jour, j'ai vu un spectacle de danse, c'était un spectacle de danse jazz, sur un morceau de Kerry James, qui est assez connu, La vie c'est, tu vois. Et là, je me suis dit que, en fait, c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire que là, c'est un morceau, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas... tu vois, il dit ce qu'il veut dire du monde, et en même temps, il y avait ses corps qui dansent sur scène, et qui voulait encore dire autre chose du coup par rapport au texte. Et là, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à écrire des textes sur des musiques hip-hop que j'ai créées au début, avec des gros kicks, tu vois, c'est la grosse caisse, des kicks et des claps de hip-hop. Et avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire ma guitare, un synthé tout pourri, voilà. Et une fois que j'ai estimé que ça avait un peu de valeur artistique, je suis allé au réservoir à Saint-Marcel et j'ai proposé à Christian Bernard, que je connaissais parce que j'avais déjà fait des expos là-bas. Et je lui ai montré mon travail. Et puis il y avait Sylvain qui était là. Sylvain, c'est l'ingé son, enfin c'est le régisseur du lieu. Et puis il m'a dit, ouais, c'est intéressant Pierre, par contre... ça serait bien qu'on remasterise tout ça, parce que le mastering, tu vois, et la post-production des morceaux, là j'étais vraiment pas bon, quoi. Je suis toujours pas bon, mais je suis un peu meilleur quand même, oui, grâce à eux, au fait d'apprendre avec eux. Et donc, on a retravaillé les instrumentations et ils ont eu la gentillesse, Christian a eu la gentillesse pas la gentillesse parce qu'il estimait que ça avait de la valeur, de me programmer en première partie d'Iltica, sur un festival. Et donc là, on est en quelle année à peu près, justement? Voilà. C'est la période dont vous parlez. Il y a 4-5 ans, je pense. D'accord. Peut-être que je te dis des bêtises, mais ouais, je ne me trompe pas trop. Si je te dis 5 ans, c'est à peu près ça. D'accord. Et donc là, c'était ma première expérience par rapport au projet Leto Punk Poésie. Et ensuite,
j'ai osé venir dans le lieu de la péniche et puis et présenter mon travail. Et là, Sophie, alors j'ai rencontré Bruno, qui est maintenant co-directeur du festival Chalon dans la rue, mais voilà, il était là-bas déjà à cette époque-là. Léo, Sophie, la programmatrice. Et là, tout de suite, ils m'ont aidé en fait. C'est-à-dire que j'ai fait de la résidence avec Franck, qui est professeur de musique actuelle au conservatoire et qui m'a orienté sur les choses à retravailler, les nuances à apporter. Et puis à partir de là, j'ai eu des programmations parce que ça a pris en niveau aussi. Et puis voilà, c'est un peu parti grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées et ça a pris un peu d'ampleur. Et derrière, le projet Leto Punk Poésie, qui était un projet solo, je voulais que ça soit un projet solo, m'a permis, et c'est ce que je voulais aussi, de faire derrière des projets communs. C'est-à-dire que j'ai pu bosser avec des compagnies qui ont demandé à travailler avec moi. Des compagnies de danse contemporaine, il y a eu la compagnie Tocade, la compagnie Alfred Alert, la compagnie TSN. Et ça m'a permis de travailler sur des projets collectifs ensuite. Et c'est ce que je voulais, avoir quelque chose de personnel, hyper personnel, où il n'y a pas forcément trop de compromis, tu vois, ou avec moi-même. Et puis en même temps, derrière, pouvoir travailler sur des choses où là, je fais des pas vers l'autre, où voilà, j'essaye de rentrer dans un projet commun. Et justement, ça, voilà. Dans votre travail plus individuel, comment vous créez, on va dire, est-ce que vous partez d'abord, voilà, la guitare, le synthé, vous créez d'abord la musique et après vous posez vos textes, ou vous avez déjà écrit tous vos textes et après vous posez la musique dessus? Comment vous travaillez? En fait, ça dépend. Disons que là, tu vois, je finalise un album sur ces 4 années-là, voilà. Et sur ces 4 années, ce qui m'a guidé sur mon set sur scène, tu vois, sur ce que je propose sur scène ou dans la rue, c'est le fond de ce que j'avais à dire, en fait, sur les problématiques de la femme, sur les problématiques de la sexualité, de l'homosexualité, de la croyance, de la non-croyance, et d'autres thématiques de la maladie mentale ou d'autres choses, bon, des choses un peu lourdes, mais souvent, en fait, mais c'était le fond qui m'a vraiment porté. Mais en même temps que je te dis ça, j'ai toujours eu besoin, pour écrire, j'ai eu besoin de musique, si tu veux. Je suis pas... Il y a des poètes qui sont incroyables, tu vois, qui écrivent et qui ont besoin de silence, en fait, qui n'ont pas besoin, ils ont la musique de leurs mots, voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir une musique qui me porte, ça me permet, je sais pas, ça fait sortir plus de choses, en fait. C'est plus simple pour moi et c'est plus simple aussi d'écrire avec l'idée que les mots, ils vont danser un peu, tu vois, autour de cette musique-là. Même si derrière, j'essaye quand même que ces textes sans musique, ils puissent vivre tout seuls. Ça dit autre chose, parce que la musique, elle n'est plus là. Mais voilà, j'essaye qu'il y ait de la qualité musicale dans la façon de déclamer les choses pour que ça puisse vivre tout seul aussi, sans la musique. Et comment on pourrait définir votre style musical? Parce qu'on pourrait parler de poète, on pourrait parler de rappeur, de slammer, pardon. Comment vous arriveriez à classer votre style? Alors tu vas voir, je suis un peu chiant dans mes réponses, mais bon, voilà quoi. Bon, ceux qui me connaissent, ils me sauront, ils doivent allez, on y va. Saouler, mais en fait, moi, je vais pas me classer, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le classement, il se fait par rapport à ceux qui écoutent. Mais moi, qui ai subi beaucoup d'influences différentes. Comme quoi, par exemple? Comme la chanson française, comme la danse, comme le rap. Mais en même temps, dans la chanson française, tu vois, c'est difficile de classifier parce qu'il y a des choses que j'adore et il y a des choses, je les aime pas. La musique classique, il y a des choses que j'adore et il y a des choses que je porte pas. Dans le rap, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que je vomis, tu vois. Donc, moi, et puis j'aime bien, tu vois, il y a Théodore Monod qui parle de ça, il dit que pour bien penser, pour commencer à penser, il faut avoir des cadres de pensée, tu vois. Donc, il faut mettre les choses dans les cadres. Mais pour mieux penser, pour penser encore plus loin, il faut faire exploser les cadres, avec l'idée que les choses, elles se relient les unes aux autres. Mais je vais quand même répondre à ta question, c'est que en fait, le slam, il a été inventé par un poète américain c'est une forme de déclamation pour rendre plus sexy la poésie. Et du coup, ça se faisait sur de la musique, avec de la danse derrière, peu importe. C'était une façon de déclamer, tu vois, que ça claque. Le slam, tu vois, c'est claqué. Et rap, rhythm and poésie, c'est-à-dire des mots, de la poésie sur de la musique. Et en fait, quand tu écoutes Abdel Malik,
Tu vois, souvent, il est présenté comme un slammer. Bah, lui, il dit mais moi, je suis un rappeur, en fait. Parce que moi, je viens de la culture hip-hop. Et puis, un grand corps malade, lui, dans les interviews, quand on lui parle de slam, il ne revient pas dessus parce que je pense que, ça c'est mon avis, je pense que lui, il est plus issu de la poésie, plus issu de l'écriture. Et en fait, c'est pas vraiment, c'est difficile de définir par rapport à ce que tu écoutes sans savoir ce que portent les gens dans la culture qui les a amenés jusque-là. Et c'est vrai que ma culture est plus liée à la musique et au hip-hop qu'à la poésie. Donc, dans l'absolu, si je devais répondre, ça serait plus côté rap, en fait, tu vois. Et dans, on va dire, est-ce que vous avez fait des études qui ont mené justement à cette ouverture d'esprit culturel ou au sein de votre famille, vous avez été baigné, ou vous avez vraiment découvert beaucoup d'horizons musicaux, artistiques? Comment, on va dire, vous vous êtes nourri de tout ce que vous avez emmagasiné pour vous inspirer de vos textes et votre musique? Est-ce que les études vous ont emmené, par exemple, sur ça Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la création, par des choses petit, tu vois, qui sortent de toi, tu t'essayes, tu vois, il n'y avait rien avant, puis là, il y a quelque chose, quoi. Que ce soit dans les mots, dans les dessins, dans le corps, un petit peu, voilà, dans ma chambre, tu vois. J'ai beaucoup dansé, voilà. Mais ma famille, tu vois, je ne me rappelais plus, mais je suis allé à l'école de dessin, Fructidor à Châlons, un petit peu. Oui. C'était cool, c'était bien. Ma famille, on n'allait pas forcément voir beaucoup de spectacles ni de concerts. Je suis allé voir des concerts très tard en fait. Mais mon amie avec qui je suis, elle va voir beaucoup de danse, elle adore ça, elle va voir des spectacles incroyables. Et c'est plus elle qui m'a emmené voir des spectacles incroyables à l'Espace des Arts, tu vois, des trucs de très haut niveau. Et disons que toute cette partie-là, c'est plus venu là dans les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'avant, je lisais un petit peu, beaucoup de science-fiction, beaucoup de science-fiction. Et ça m'a beaucoup guidé dans mon écriture d'ailleurs. Mais voilà, j'étais pas un féru de culture. C'est venu petit à petit avec mes lectures, en découvrant des Keith Haring, en découvrant des Damien 16 dans la musique, mais aussi dans la posture avec les médias ou les postures sur scène. Voilà, c'est vachement venu petit à petit en fait, tu vois. Et vous vivez de votre musique ou vous avez, on va dire d'autres choses à côté ou vous êtes pleinement destiné à cette activité musicale, la scène, l'écriture, la sortie des albums? En fait, moi, je suis enseignant. Enseignant. Vous enseignez quoi? Moi, j'enseigne l'EPS. D'accord. Où ça? Le corps, au lycée Thomas Dumoret, à Chalon-sur-Saône. D'accord. Qui devient Camille Dugas, Thomas Dumoret, tu vois, c'est une entité à part entière maintenant. Et tu vois, je suis prof, je suis un enseignant, avec l'enseignant dans le corps, et puis mes élèves te diraient, parce que je les saoule beaucoup avec ça, mais avec les valeurs portées, tu vois, l'école, elle a... Ceux qui me connaissent, je vais les saouler de coup. Tu vois, l'école, elle a 2 piliers, tu vois, le fait de donner des connaissances et du pouvoir d'agir à des enfants, et en même temps, faire intégrer les valeurs de la République, tu vois, et dont la fraternité. Et donc, moi, je suis un enseignant de ces 2 piliers-là, même si c'est galère. Hein, donc, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de projets d'écriture. J'ai des projets de danse. Avec les collègues, j'ai eu des projets sur du débat, sur la différence homme-femme, sur l'acceptation, sur le travail sur la laïcité, sur le fait religieux. Tu vois, et j'essaye de lier tout ça à mon enseignement. Donc, pourquoi je te parle de ça un peu longuement, c'est pour te dire que c'est un métier magnifique, tu vois. Et ce métier-là, c'est aussi ce métier-là qui me permet d'écrire et d'être sur scène et de vouloir porter les sujets que je porte. C'est hyper en lien. Donc, je ne vis pas de ma musique, du tout. Même si ça prend de l'ampleur, en fait, et que finalement, la question, elle pourrait se poser là. Actuellement, elle pourrait se poser, de se dire, je vais peut-être laisser quelque chose, tu vois. Mais pour l'instant, tant que je peux, c'est le bordel, hein, parce que du coup, ça fait beaucoup de choses à faire, en fait. Oui, j'imagine jongler entre professeurs et en même temps les projets personnels. Mais tant que je peux jongler, je veux pas laisser l'un ou l'autre. Parce que pour l'instant, l'un n'existe pas sans l'autre à l'intérieur de moi. Et est-ce que vous pensez peut-être dans les objectifs, un jour l'un prendra le dessus sur l'autre, ou vous pensez vraiment toujours garder ce jonglage entre l'enseignement et votre musique, ou est-ce que la musique un jour peut-être prendra plus de place? Est-ce que c'est déjà dans l'esprit ou vous n'y pensez pas?
Je t'avoue que je ne me pose pas du tout cette question-là. C'est-à-dire, moi, les questions que je me pose, c'est OK, il y a un projet qui est là, on va monter sur scène, il faut que ça défonce. Donc, je vais bosser pour que ça défonce. Voilà, c'est tout. J'ai des opportunités dans l'enseignement, dans la formation, etc. Quand je m'engage, j'essaye de bien faire les choses. Et je ne me pose pas la question de qu'est-ce que tout ça va devenir. Je me pose la question de comment je fais pour que tout ça, ça ait de la valeur. Comment je fais pour que tout ça, ça soit en lien avec ce que j'essaye de porter. Et puis prendre du plaisir, quoi, tu vois. Prendre du plaisir dans la musique, prendre du plaisir dans le corps, dans la danse, prendre du plaisir à travailler avec des gens qui sont des professionnels de dingue. Tu vois, la résidence à la Péniche, oui. Voilà. Et en même temps, dans l'enseignement, je rencontre aussi des professionnels de dingue qui me font grandir aussi. Donc, je ne me pose pas la question de demain, tu vois. Est-ce que vos élèves, ils savent que vous êtes musicien artiste ou vous mettez un petit peu la casquette d'artiste de côté pour être pleinement le professeur de sport? Comment vous gérez justement ces deux casquettes avec les élèves? Eh bien, tu vois, ma lutte intérieure, c'est d'être ce que je suis et de ne pas être dans des rôles. Donc, j'essaye, tu vois, le punk poésie, c'est un peu ça, c'est-à-dire être toujours, essayer d'être le même, que ça soit avec un enfant de CAP, que ça soit avec mon chef, le pauvre d'ailleurs, que ça soit avec quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue, que ça soit avec mon public. Donc c'est vrai qu'ils savent en fait, les jeunes que j'ai, ils savent très bien que je chante. Pourquoi ils le savent? Parce que les copains, ils discutent entre eux, il y en a un qui m'a vu sur scène une fois, puis maintenant tu vois ça. Et dans les couloirs, sur les premiers morceaux que j'ai sortis, une ou deux fois, j'en entendais écouter mes morceaux. Tu vois, c'était énorme, j'ai kiffé ces moments-là. Et des fois, ils me demandent si je peux leur faire un petit freestyle ou un petit morceau. Et puis voilà, en fin d'année, souvent, les classes qui me demandent, je leur fais un petit morceau. Et puis c'est cool. Et puis quand on fait un petit atelier de déclamation, de rap et d'écriture, avec eux, à chaque fois, souvent, mais c'est aussi pour leur montrer les intentions qu'on peut donner. Tu vois, je leur fais un morceau. Quand je les fais danser aussi, voilà, je danse un peu avec eux parfois. Donc, ouais, ils savent en fait. Ils savent. T'as vu, c'est l'hécatombe, mon pays et ma nation qui tombent. Alors je dors encore un peu au fond des catacombes. Ça baisse les yeux, commémore les exilés, les morts empilés. On va un petit peu parler maintenant de votre clip. Donc le clip qui est sorti le 26 mars 2021, Mal au monde. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler du processus de création que vous avez engendré? Je l'ai écrit, je pense que je l'ai écrit il y a 1 an à peu près. Un peu moins d'1 an, tu vois. Je suis né dans les yeux des enfants de ma patrie. Je suis né sur les parquets. T'as plus de questions à te poser sur le son, la lumière, etc. Parce que tu sais que de toute façon, ils vont t'aider, ils vont te guider, et quand eux, ils vont être derrière les manettes pour la lumière, pour le son, etc., ça va être propre, ça va défoncer.